Bonjour à toutes et tous. Donc, on va vous faire un exposé à deux voix autour de ce programme qui s'appelle Design des territoires. Moi, je vais vous présenter les choses sous un aspect à la fois historique pour vous dire d'où vient ce programme, comment il a été imaginé, comment il a été conçu, et sous un aspect assez général ou conceptuel pour essayer de le situer aussi dans le champ de la pensée, dans le champ des actions, et vous verrez qu'il se situe à l'articulation entre des questions artistiques ou esthétiques et des enjeux politiques qui concernent notre vie commune. Et ensuite, Ariane vous présentera les choses sous un aspect, donc non pas historique, mais géographique, en vous présentant le déploiement de ce programme. Ce programme, il a été imaginé dans un contexte précis qui est celui de ma candidature à la direction de l'École des Arts Décoratifs au printemps 2018. Et quand vous candidatez à la direction d'un établissement ou d'un événement ou d'une structure, vous devez, vous réfléchissez au meilleur projet possible pour ce lieu, pour cet établissement, et on attend de vous ce qu'on appelle communément une vision. Qu'est-ce que c'est qu'une vision? Qu'est-ce que c'est qu'un projet? Ça suppose que l'on prenne connaissance, que l'on analyse le potentiel de la situation, le potentiel de la structure, le potentiel du contexte, et qu'on voit et qu'on essaye de rendre compte d'une façon de déployer, d'actualiser, d'exprimer ce potentiel. S'agissant de l'École des Arts Décoratifs, il me semblait qu'une partie du potentiel de l'établissement gisait dans cette notion d'art décoratif qui peut nous sembler désuète, qui du reste a été abandonnée par exemple par l'École des Arts Décoratifs de Strasbourg, qui a choisi de s'appeler la HIR, la Haute École des Arts du Rhin. Et moi, il me semblait au contraire qu'il y avait quelque chose de très fort dans cette notion d'art décoratif, dès lors qu'on s'avise que les arts décoratifs, ce sont les arts de la maison, ce sont les arts de vivre et d'habiter. Et que ces questions-là, c'est-à-dire le rapport à la maison, comment vivre, comment habiter, ce sont des questions qui, aujourd'hui, nous sont adressées à l'échelle terrestre. On s'intéresse beaucoup, le vocabulaire de l'habitation, de l'habitabilité est un enjeu majeur. Vous le trouvez chez Bruno Latour et vous le trouvez chez un certain nombre d'artistes, de penseurs. Et on a coutume de considérer que la terre est notre maison. Et du reste, le mot maison en grec, c'est oikos, qui a donné économie et écologie. L'économie, c'est une façon de se rapporter quantitativement aux affaires de notre monde commun. Et l'écologie, c'est une façon de se rapporter rationnellement par la pensée à notre monde commun. Et donc j'avais cette idée que l'École des Arts Décoratifs, c'était l'école qui avait vocation à former les concepteurs de nos arts de vivre et de nos arts d'habiter. Et donc on pouvait penser l'École des Arts Décoratifs comme une école des arts écologiques et politiques pour notre temps. En considérant que ce mot de politique, pour moi, c'est un mot qui n'a rien de tabou. Au contraire, c'est un mot qui qui nous permet de penser la meilleure façon d'habiter ensemble. Et je pense que l'école, je pense que l'éducation est politique. Et si elle ne l'est pas, alors il faut politiser l'école, il faut politiser l'éducation, parce qu'il s'agit de penser la formation de celles et ceux qui vont construire et penser le monde dans lequel nous allons vivre, et que ça, c'est une question éminemment politique et une question éminemment écologique. Donc, réfléchissant à un projet pour l'École des Arts Décoratifs, j'ai l'idée de penser un projet qui soit lié à nos arts de vivre et d'habiter, qui soit lié au milieu de vie. Et je me dis, nous pouvons communément distinguer 3 types de milieux de vie, la ville, la banlieue ou le périurbain, et la campagne. Et il faudrait imaginer un projet pour chacun de ces milieux de vie. Et donc j'esquisse l'idée de quelque chose qui s'appelle d'abord Design des mondes ruraux, avec cette idée qu'on pourrait penser
une antenne de l'école qui serait implantée à la campagne et qui mettrait les forces de la jeunesse, du design au service de la vie dans les territoires ruraux. Pas forcément de la revitalisation. Il faut toujours se méfier de ce vocabulaire de la revitalisation ou de la redynamisation qui suppose que c'est mort et puis qu'on arrive et qu'on va remettre de la vie. Il y a de la vie dans les angles morts, il y a de la vie dans les campagnes, il y a de la vie partout. Donc c'est plutôt comment est-ce qu'on peut accompagner le déploiement de cette vie habitante. Et j'aime bien penser en fait les arts décoratifs comme les arts de la vie habitante, c'est-à-dire à la fois les arts de vivre et les arts d'habiter. Et donc germe cette idée d'une antenne autour de ce que j'appelle le design des mondes ruraux. Alors pourquoi ce mot de design ? Eh bien parce qu'il me semble particulièrement intéressant pour penser la vie habitante. Le design, qu'est-ce que c'est ? Il y a deux histoires. On raconte deux histoires du design, ou plutôt, il y a deux façons de raconter l'histoire du design. Vous avez l'histoire dominante, qui est l'histoire moderniste, qui consiste à dire que le design apparaît avec la révolution industrielle pour accompagner le déploiement de l'industrie et la production des biens de consommation à grande échelle. Alors, il faudrait se soucier de l'aspect, de la forme de ces biens pour accompagner la production industrielle. Et en effet, le mot design apparaît au mi-temps du XIXe siècle, autour de 1850, à l'épicentre de la révolution industrielle, c'est-à-dire à Londres, en Angleterre. À côté de cette histoire moderniste dominante du design, vous pouvez suggérer une autre histoire du design qui consiste à rapporter le design à une question dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est la question de l'usage. Et considérer que le design, donc to design en anglais, ça veut dire concevoir, que le design, c'est une façon de concevoir des objets, voire des services, qui vont être étroitement liés à nos usages. Et en fait, à partir du moment où l'homme a ressenti le besoin, par exemple, de boire, eh bien, il s'est dit il faut construire un contenant pour boire. Et donc, là, par exemple, l'invention du bol, ou l'invention de la chaise, ou l'invention des premières assises, le banc, c'est-à-dire un lieu où on peut s'asseoir à plusieurs, eh bien, tout ça, c'est du design. Et on peut donc imaginer qu'il existe un design vernaculaire, un design qui soit très très proche de l'artisanat et qui vise comme ça à répondre et à accompagner les usages. C'est cette conception-là du design que j'avais en tête en pensant à un design des mondes ruraux, c'est-à-dire à une façon de concevoir des façons de vivre et d'habiter à la campagne, en considérant que la campagne était une forme de ligne de front, d'avancée de toutes les questions écologiques. La campagne, ou ce qu'on appelle la ruralité, ou les ruralités, étant ce type de territoire où vous avez une conscience aiguë de ce qui fait l'écologie, c'est-à-dire la conscience que le lieu ou la terre sur laquelle nous vivons est la terre dont nous vivons. C'est-à-dire que le lieu est la ressource. Donc ça, c'était l'idée, ça cheminait comme ça dans mon esprit. Je suis recruté aux Arts Déco en juillet, je commence la rentrée en septembre. Novembre 2018, le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes qui vient catalyser, qui vient révéler une grande rupture entre deux types de territoires. Des territoires qui sont des territoires valorisés, qui sont des centralités, qui sont globalement les villes, les métropoles, et puis des territoires marginalisés, délaissés, oubliés, qu'on va appeler la diagonale du vide, qu'on va appeler la France périphérique, et qui souffrent d'un sentiment de déclassement ou d'oubli ou d'être négligé, territoires sur lesquels prospèrent aussi des forces politiques qui sont des forces généralement réactionnaires. Et à ce moment-là, je me dis, il n'est pas possible qu'un établissement comme l'École des arts décoratifs, qui est l'école des arts de vivre et d'habiter,
qui est l'école des arts écologiques et politiques, ne propose pas une réponse qui serait la réponse de la jeunesse, la réponse du design à ce mouvement qui est en train de fracturer la société et qui vient catalyser, qui vient révéler, porter au jour quelque chose qui est là depuis assez longtemps, c'est-à-dire l'opposition entre deux types de territoires. Et donc, je continue d'élaborer le programme en me disant il faudrait trouver un territoire qui puisse servir de laboratoire à ce que j'ai envie de montrer, et qui réunisse donc trois types de caractéristiques. La première, c'est un territoire qui réunisse tous les signes de ce qu'on appelle la déprise, c'est-à-dire le retrait des services publics. Le premier intervenant nous parlait en ces termes du Morvan, quand vous devez faire 1h30 de voiture et attendre 1 mois et demi pour avoir un rendez-vous chez un médecin, donc ce qu'on appelle les déserts médicaux. Retrait des services publics, impossibilité de se déplacer, etc. Déprise agricole, déprise économique, les commerces qui ferment, des hypermarchés qui ouvrent, qui vous obligent à prendre la voiture, etc. Donc première caractéristique, la déprise. Deuxième caractéristique, un lieu qui soit une centralité, c'est-à-dire qui ne soit pas pris dans des logiques de périurbanisation et qui ne soit pas satellisé et qui soit contraint d'inventer sa propre offre de services culturels, éducatifs, médical, etc. Et troisième caractéristique, un lieu où vous auriez des réseaux de solidarité et des savoir-faire locaux suffisamment puissants, suffisamment nombreux pour que des designers, des concepteurs, des architectes, des paysagistes puissent venir réactiver ces savoir-faire et pour œuvrer comme ça alors à la revitalisation, cette fois il faut le dire, puisque c'était des lieux en proie à la déprise. Pendant cette période, donc on est octobre, novembre, décembre 2018, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je lui dis est-ce que tu ne connaîtrais pas un endroit où il y aurait tout ça. Et parce que je veux aussi un endroit, donc moi j'ai beaucoup habité dans la Drôme, dans les Deux-Sèvres, en Bretagne, mais je voulais une idée où j'arrive vierge de tout réseau préexistant, enfin ne pas passer par des réseaux personnels. Et quelqu'un me dit oui, j'ai l'endroit qu'il te faut, c'est en Dordogne, une sous-préfecture de la Dordogne qui s'appelle Nontron. Et c'est ainsi qu'en 2018, on a ouvert le programme Design des mondes ruraux à Nontron, avec l'appui, et c'est aussi en ça que tout est toujours le politique, un programme comme ça, il faut le financer, avec l'appui donc de la ministre de la Culture de l'époque, qui était Roselyne Bachelot. Et donc c'est le moment où le mouvement des Gilets jaunes, l'une des réponses de l'État au mouvement des Gilets jaunes a été de dire il faut un grand plan pour la ruralité. Il faut une politique de la ruralité. Dans les années 80, il y a eu une politique de la ville, on a créé une politique de la ville, et il faut attendre 40 ans plus tard, 2018-2019, pour qu'il y ait une politique de la ruralité qu'on va appeler l'agenda rural. Donc l'agenda rural qui va devenir ensuite le France Ruralité. Et donc là, je vais voir la ministre de la Culture de l'époque, Roselyne Bachelot, en lui disant, écoutez, voilà, moi j'ai une proposition d'un programme audacieux qui permet à la culture de figurer dans l'agenda rural avec quelque chose d'innovant. Et c'est ainsi que le programme Design des mondes ruraux est lancé à Nontron avec l'appui du ministère de la Culture. L'idée est la suivante. Il s'agit d'immerger pendant une année scolaire, pendant 10 mois, de début septembre à fin juillet, une équipe de jeunes diplômés des écoles d'art, de design, de paysagisme, d'architecture, qui ont au moins un Master 2, qui ont moins de 31 ans, parce qu'il faut bien fixer une limite d'âge, et qui sont prêts à vivre ensemble pendant 10 mois sur ce territoire, donc à Nontron, et qui sont prêts à travailler sur des questions qui sont des questions élaborées en concertation avec les habitants, avec les acteurs politiques, avec les acteurs économiques, et qui ont véritablement trait à la vie habitante. La première année,
on travaille sur 3 problématiques dans une espèce avec une volonté comme ça d'être assez manifeste, qui sont les 3 problématiques un peu essentielles pour nous, qui sont en somme le grandir en milieu rural, vieillir en milieu rural, créer en milieu rural. Donc la première question à laquelle on décide de répondre, c'est vivre son adolescence en milieu rural. La deuxième, c'est où on travaille avec la Maison des Jeunes. Vieillir en milieu rural, on travaille avec l'EHPAD. Et que peut l'économie sociale et solidaire pour les métiers d'art en milieu rural, sachant que Nontron est un endroit où vous avez un pôle expérimental des métiers d'art. Le choix qu'on fait, donc, c'est celui de construire des problématiques ou des questions avec les différents acteurs, de mettre au service du territoire à la fois la jeunesse éternelle d'une école, c'est-à-dire que chaque année, on apporte une promotion de jeunes architectes, paysagistes, designers, qui sortent des plus grandes et des meilleures écoles françaises et européennes. Donc ce qu'on apporte au territoire, c'est cette expertise, en faisant travailler l'équipe donc, à la façon d'un bureau d'études, d'une résidence et d'un incubateur, dans le sens où certaines et certains des designers, architectes, paysagistes qui participent à ce programme vont ensuite rester sur le territoire. Il y en a un notamment, Antoine, qui est toujours à Nontron et qui a fait partie de la première promotion 2018-2019. Donc le pari, il est celui-ci, donc il est à la fois mettre la jeunesse éternelle de l'école, mettre des trajectoires aussi. C'est un peu ce qu'on a pu appeler des figures de bifurqueurs. Par exemple, on capte des jeunes architectes qui sortent d'une école d'architecture, qui vont travailler 2 ans, 3 ans en cabinet d'architecte, qui au bout de 2-3 ans se disent « Mon Dieu, je ne vais pas passer ma vie à bétonner la planète », et qui décident de faire autre chose. Et nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'on leur dit « Venez passer 1 an avec nous, vous allez travailler sur des problématiques réelles, sur une échelle aussi, qui est une échelle relativement réduite et qui permet de passer à l'acte. Par exemple, une année, on a pu travailler à Nontron donc on travaillait sur la question du mobilier rural. On parle toujours de mobilier urbain, mobilier standard. Là, l'idée, c'est de travailler sur du mobilier rural. Qu'est-ce que c'est qu'un mobilier rural qui soit produit à partir des ressources du territoire, aussi bien les ressources matérielles que les savoir-faire du territoire. Et c'est en travaillant sur cette question qu'on a œuvré à la requalification d'un petit quartier de Nontron sur les bords du Bandia. Et ils ont pu créer, en un temps très très court, à la fois un banc et puis un ponton qui permet de profiter du magnifique point de vue qu'on a sur ce territoire. Et aujourd'hui, il y a des jeunes de Nontron qui se retrouvent là le soir, et c'est absolument formidable. Et ce que nous a dit, par exemple, une des architectes du programme, c'est ce qui est absolument génial, c'est qu'en quelques mois, on peut construire dans l'espace public un banc et un ponton, ce que vous ne pouvez pas faire, évidemment, dans un espace urbain, dans des temporalités si courtes, parce que les processus d'obtention des autorisations, de passage à l'acte, etc., sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus longs. Donc l'idée, c'est de mettre l'école au service du territoire, du développement des services. Donc on a travaillé aussi sur la mobilité, donc le mobilier rural. Aujourd'hui, on travaille sur le schéma alimentaire, etc. Et inversement, parce que c'est aussi une école, de mettre le réel du territoire, le réel de la complexité administrative, politique, économique, de toute cette stratification qui fait ce qu'on appelle le millefeuille administratif français, au service de l'apprentissage. S'il y a bien une chose qu'il est difficile d'apprendre à l'école, c'est qu'est-ce que c'est qu'un conseil communautaire, comment se prend une décision, que se passe-t-il entre la prise d'une décision politique et sa mise en œuvre, comment fonctionnent ensemble les acteurs économiques, la société civile, les acteurs politiques, et comment un concepteur qui a vocation à œuvrer au plan de ce qu'on peut appeler la vie habitante, ou les arts de vivre et d'habiter, peut apporter sa pierre en dialoguant avec tous ces acteurs et pour, somme toute, changer les choses et construire des façons de vivre et d'habiter plus vertueuses.
Ensuite arrive Ariane, à qui je vais donner la parole tout de suite. Donc Ariane Briouat, que je peux recruter à l'École des Arts Décoratifs, avec pour mission à la fois de coordonner ce programme et d'œuvrer à son déploiement, parce que ce que nous menons à Nontron semble satisfaisant, c'est-à-dire qu'on a des retours extrêmement positifs des acteurs économiques, des acteurs politiques, des habitants, et qu'on se dit, en fait, on va le dupliquer sur d'autres territoires. Et on commence avec Ariane à réfléchir, à travailler sur 2 autres territoires, les milieux montagneux et les milieux littoraux. Puis arrive Rachida Dati comme ministre de la Culture qui dit « j'ai 3 priorités, la banlieue, la diversité culturelle et la ruralité ». Je vais la voir, je lui dis « mais enfin madame la ministre, ce sont mes priorités ». Et travaillons ensemble notamment sur la ruralité. Et c'est ainsi que la ministre de la Culture actuelle décide de nous accompagner pour passer donc d'une antenne, Design des mondes ruraux, à un programme qui va dupliquer Design du monde ruraux sur 5 autres territoires, qu'on appelle Design des territoires, et dont va nous parler Ariane, qui est précisément en charge du déploiement de ces différentes antennes. Merci Emmanuel. Effectivement, avant de rentrer dans la réalité de chacune de ces implantations et vous montrer effectivement ce qu'on essaye de fabriquer sur chacun de ces territoires, vous redire effectivement, ça a été assez clair dans ce que tu as expliqué Emmanuel, mais que toute l'inventivité de ce programme, c'est vraiment d'agir sur une forme de dualité, à la fois dans la volonté d'accompagner des territoires, de faire émerger d'autres formes d'action publique. Et donc, vous l'avez vu passer, mais sur la question des cahiers des charges, on ne répond pas à des commandes passées par le territoire, on va construire des commandes avec eux. On pense qu'un des grands sujets quand même sur la façon dont on va opérer les transitions territoriales, c'est qu'en général, les questions sont mal posées, mal adressées et qu'elles ne concernent pas tout le monde. Donc tout l'enjeu quand même de cette mise en immersion, c'est d'abord de reconstruire des cahiers des charges un peu différents et de les mettre en expérimentation avec l'ensemble des composantes de nos écosystèmes. Donc on travaille évidemment avec les collectivités, les élus, mais aussi les techniciens, les acteurs de la vie civile, les associatifs. Vraiment, on essaye de s'insérer dans le tissu pour être très pertinent. Et en ça, la posture habitante est hyper importante. On ne l'a pas assez dit, mais c'est vraiment un programme qui repose sur l'immersion, puisqu'ils passent 10 mois sur place. Ils sont logés, ils sont boursés pour c'est dédié à 100% au projet, et ils bénéficient évidemment de toutes les compétences du territoire, à la fois tout un tas de facilités pour produire et pour habiter sur ce territoire, mais aussi de compétences qu'on va chercher sur ce territoire, projet à projet. On a pu travailler par exemple sur la question de la gouvernance de l'eau, qui est un sujet absolument majeur en Dordogne, puisque Nontron est à peine 1 heure de Sainte-Soline. Donc c'est une question qui inquiète un peu tout le monde. On a pu travailler à la fois avec des super hydrobiologistes du CNRS qui travaillent dans le coin, mais on va aussi aller chercher l'assaut de spéléologie, qui en fait a une cartographie absolument géniale des sols, et donc d'arpentage en questionnement. Comme ça, on va pouvoir construire des réponses vraiment à la mesure. Et puis de l'autre côté, évidemment, il y a ce que ça a produit sur les jeunes concepteurs qui candidatent. Emmanuel l'a dit, mais on a des profils alors, qui se nomment pas tous bifurqueurs, mais en tout cas qui sont reliés par cette même envie de trouver un atterrissage professionnel et un atterrissage dans leurs compétences qui soit vraiment mis au service d'une forme de bien commun. Et donc c'est aussi ce que leur permet ce temps-là, c'est vraiment de requalifier leur pratique pour la mettre au service de ces grands enjeux. Et donc, effectivement, on est implanté dans 6 territoires aujourd'hui, depuis le mois de septembre. Ça recoupe une 40aine de jeunes recrues. On va commencer donc avec les mondes forestiers. Donc notre envie de déployer, ça a été effectivement de s'intéresser, comme on l'avait fait un peu sur les questions rurales, sur les formes de typologie écosystémique qui nous permettaient d'être assez justes dans notre lecture. Et donc on a cherché des territoires qui étaient vraiment représentatifs de ces écosystèmes et dans lesquels, à nouveau, on avait les possibilités d'expérimenter. Donc on travaille avec tout bord politique et plutôt à l'échelle des intercommunalités, puisque en termes de compétences, c'est à peu près l'endroit le plus idéal pour mener à bien ces expérimentations. Et donc voilà, sur les questions forestières, on s'est implanté donc dans le Becherland. C'est au nord-est de la Moselle, à quelques kilomètres à peine de la frontière allemande, sur un territoire qui est assez vaste mais très peu densément peuplé. C'est une réalité assez récente, puisque ça a été un territoire très très industriel pendant très longtemps. Guillaume, tu en parlais, mais c'est aussi le territoire qui abrite le Centre international d'art verrier. Et donc il y a toute cette industrie verrière qui a été extrêmement importante et qui s'est implantée là notamment pour l'abondance de sa ressource forestière.
Aujourd'hui, cette forêt va très mal. Elle est encore très extractiviste, mais il y a très peu de savoir-faire encore associés à sa gestion qui sont hébergés. Et donc l'idée, c'est de travailler vraiment avec ce territoire sur cette question de la filière bois, à la fois sur ses composantes vraiment de préservation, mais aussi sur des questions d'exploitation. Pour ça, on dispose d'un lieu assez génial qui est un moulin en plein milieu de la forêt, à Volminster précisément. Et on est accompagné donc par Nicolas Verschcave, qui est un designer, jeune designer diplômé de l'école des Arts Déco et qui s'est implanté dans le Beacherland il y a quelques années désormais et qui travaille déjà beaucoup avec ce territoire. Donc c'est aussi pour nous l'assurance d'avoir quelqu'un qui maîtrise bien les dynamiques locales. Pour cette première année, volontairement, donc on a ouvert des commandes assez larges, comme je vous le disais, pour essayer d'être vraiment très pertinent sur les réponses qu'on pouvait apporter. Et donc on travaille sur 3 sujets. La question de la formation des métiers du bois et de la forêt, puisque, donc, comme je vous le disais, la ressource est là, mais les savoir-faire ne le sont plus. Les infrastructures sont encore présentes, mais elles ont été complètement délaissées. Et on assiste à une forme d'exode de la jeunesse qui part se former ailleurs. Et donc, effectivement, une forme d'endiguement quand même de développement de ce territoire. Le corollaire de tout ça, c'est évidemment toute la question de la préservation et de la production de forêts multifonctionnelles. Là, très concrètement, il y a évidemment l'enjeu de travailler sur cette forêt qui ne va pas très bien, comme je vous le disais, de penser son futur, mais de le penser aussi dans une forme de mise en dynamique qui passera forcément par une forme d'exploitation. Et donc, on essaye de trouver la bonne jauge entre les deux, et surtout de faire de ce sujet qu'est la forêt un objet du commun. On en a pas mal parlé ce matin, mais c'est évidemment un enjeu absolument essentiel si on veut que ça devienne un enjeu démocratique. Et donc, comment est-ce qu'on réintroduit du commun sur cet espace naturel qui, à 80%, en fait, appartient à du privé. Donc, sur les règles de gestion, c'est très compliqué. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de créer des endroits de mise en dialogue entre les opérateurs de l'État. En l'occurrence, on travaille beaucoup avec l'Office national des forêts, mais on va travailler aussi avec les techniciens locaux. On va travailler avec les gestionnaires du parc privé. Voilà, l'idée, à chaque fois, c'est d'arriver à être ce petit maillon qui va réussir à créer les conditions du dialogue pour faire projet. Et donc cette année, voilà, ils sont en train de travailler là-dessus. Il y a des pistes de projets qui se dessinent, notamment un lieu. On a déjà trouvé le lieu et a priori les financements sont en train d'être rassemblés autour de cette pépinière laboratoire. Donc là, qui réunirait, comme je vous disais, toutes les compétences liées à la forêt et qui permettrait d'être un lieu et de médiation à cet espace, mais aussi d'expérimentation sur ce que devrait être le futur de cette forêt. On passe maintenant aux mondes littoraux. Donc les mondes littoraux, on est implanté dans le Trégor-Goëlo. Donc le Trégor-Goëlo, c'est au nord des Côtes d'Armor. On est sur un territoire très vaste et là pour le coup qui ne souffre pas du tout de manque d'attractivité puisque c'est un territoire qui, comme l'essentiel du littoral français, est quand même particulièrement concerné par la mise en tourisme. Et là également, on a un lieu qui est assez génial, qui est très contemplatif, puisque le conservatoire du littoral nous met à disposition un gîte forestier, ce qui fait que nos voisins les plus proches sont à plus de 10 km. Donc il y a un rapport à la nature qui est très évident et qui oblige forcément à penser le territoire et le paysage un peu différemment. On bénéficie là, donc les 6 jeunes concepteurs qui ont été recrutés, de l'accompagnement d'un duo de designers, donc Florence Doléac qui a été, pas à l'origine, mais en tout cas qui a accompagné le déploiement du programme en Dordogne, qui est bretonne et donc qui a une très bonne connaissance de ce territoire. Et c'est le cas également donc, de son binôme Pablo Bras. Et donc cette année, il travaille sur 3 grands sujets. La question du passage des logiques d'aménagement. Comme je vous disais, c'est un territoire qui est très contraint, qui est déjà très, très infrastructuré. Et il y a un vrai enjeu de préservation de ce territoire qui est en train de s'éroder, notamment. Donc, ils sont en train de travailler à ça. Et également, la question de la valorisation des ressources littorales, puisque c'est un territoire qui est extrêmement producteur de valeur. Il y a une économie maritime qui est très développée, une économie aussi agricole et terrestre qui est très, très développée, mais dont il ne récupère que très peu des avantages. C'est le cas, par exemple, de l'huître de Paimpol, dont très peu de gens savent qu'elle est extrêmement... c'est une des plus grosses productions françaises, mais en fait, elle part à Marennes ensuite. Donc, il y a toute une question de la valorisation et de l'appartenance de la création de valeur. Et puis, le dernier sujet, là aussi, sur des questions d'attractivité, de saisonnalité, je vous le disais, c'est un territoire qui n'en manque pas, mais qui a vraiment besoin de repenser son modèle touristique, parce qu'aujourd'hui, c'est un modèle touristique en dents de scie qui contraint énormément le littoral et son exploitation. Voilà. Sur les questions montagneuses, cette fois-ci, donc on s'est implanté
sur le territoire le plus montagneux de France, dans le Massif central. Et là, plus précisément, on est dans une vallée qui est le Livradois-Forez, qui est une vallée originellement très, très, très industrialisée, parce qu'un besoin de ressources hydriques notamment. Plus précisément, on est dans l'ancienne sous-préfecture d'Ambert, qui est vraiment la centralité de cette vallée, qui est vraiment entre deux flancs volcaniques. Et on travaille avec un collectif pluridisciplinaire, Carton Plein, qui est installé aussi dans ce territoire depuis plus de 10 ans maintenant et qui nous aide à mieux comprendre ces rouages. J'en profite, petite aparté, puisque ce territoire accueille une expérimentation qu'on a lancée cette année avec le Centre Pompidou, qui est venu nous chercher le temps de la fermeture de leur établissement, enfin en tout cas de leur bâtiment, pour imaginer une nouvelle collection de films essais qui s'appuierait vraiment sur notre dispositif en permettant chaque année à un jeune cinéaste de rejoindre une des équipes pour aller documenter, regarder ce que ça produit de l'intérieur. Et donc cette année, voilà, Valentin Pinet, qui est un jeune cinéaste qui est sorti de l'USAS il y a très peu de temps, est en train donc de les accompagner sur le terrain depuis septembre. Ils travaillent, eux, sur 3 grands sujets. Premièrement, les questions de commerce de proximité, puisque, comme beaucoup de territoires de montagne, effectivement, la présence d'une forme de vie sociale tient quand même beaucoup à ces pôles-là, qui sont tous en train de disparaître. Donc ça pose évidemment beaucoup de questions sur ce qui reste de centres en tout cas de socialisation possible. On travaille aussi sur la question industrielle, puisque, comme je vous le disais, il y a beaucoup d'industries qui sont implantées, alors qui sont plutôt directement liées à l'abondance de la ressource. C'est le cas notamment de Sanofi, qui est venu s'implanter parce qu'il y a des cours d'eau très, très abondants depuis longtemps. Ça n'est plus le cas depuis quelques années, puisque plusieurs villages sont déjà en dehors, enfin ne sont plus approvisionnés en eau. Donc ça pose plein de questions de la présence de ces industries, dans quelles conditions et avec quelle forme de participation. Donc c'est précisément à ça qu'on travaille. Et puis le dernier sujet, là aussi sur la question du tourisme, c'est une vallée qui accueille plusieurs domaines skiables, qui depuis plusieurs années également n'ont plus de neige. Le choix a été fait de ne pas artificialiser cette ressource, mais ça pose plein de questions sur ces infrastructures et leur devenir, et comment ce territoire reste peut-être pas un territoire d'attractivité, mais en tout cas un territoire d'accueil. Je continue sur les mondes ruraux, même si on a déjà parlé. Donc là, on est implanté dans le Périgord vert, territoire très très agricole, assez étendu et relativement densément peuplé. On est implanté là donc dans une petite maison du centre-ville de Nontron, et l'encadrement est tout à fait inédit puisque c'est un collectif, là aussi pluridisciplinaire, qui s'appelle la Mitoyenne, qui est en fait composé de la promotion passée, puisque la promotion passée, qui donc s'est rencontrée en septembre, à partir du mois de juin, nous a dit qu'ils souhaitaient rester un collectif et rester un collectif agissant sur le territoire. Donc ils s'y sont implantés, ils ont plein de projets qu'ils mènent avec plein de composantes du territoire. Et donc c'est évidemment pour nous extrêmement précieux de les avoir là, à la transmission de leur expérience de ce territoire et de leurs compétences, évidemment. Et cette année, on travaille sur 3 grands sujets. La question de la souveraineté alimentaire. On a déjà commencé, puisque c'est un territoire agricole, à se poser pas mal de questions sur notamment les enjeux de production, parce que c'est un territoire qui produit énormément et qui a été assez volontaire sur le passage en agriculture biologique, mais qui a un vrai problème de saisissement au niveau de sa population. Et donc là, on est en train de travailler sur ce sujet à la création d'une cantine rurale solidaire, avec l'idée évidemment d'agir sur les questions vraiment de production et de redistribution, mais aussi d'agir sur un levier social, puisque le bien manger coûte cher. Donc quels sont les leviers qu'on peut activer pour faire un peu différemment. On travaille également sur la question d'identité du territoire, là sous un prisme un peu différent, puisque c'est un territoire très manufacturier, avec pas mal de grandes maisons qui se sont réinstallées en Dordogne ces dernières années, mais qui sont vraiment dans des logiques d'exportation, notamment un modèle économique qui est plutôt celui du luxe. Et donc se pose la question de comment ce territoire pourrait se porter son propre commanditaire et imaginer que les commandes publiques aujourd'hui soient produites sur son propre territoire, puisque et la ressource et les compétences existent. Donc voilà, on travaille avec ces grandes manufactures et les collectivités. Et puis le dernier sujet, qui est un sujet évidemment immense et qu'on attrape par un petit bout pour cette première année, c'est la question de la bonne santé en zone rurale. Ce ne sont pas les mêmes mots, ce ne sont pas les mêmes réalités et ce ne sont certainement pas les mêmes offres. Et donc on peut travailler là en ce moment sur une maison de soins qui serait un peu différente, qui serait implantée donc, dans un petit village du Périgord vert et qui serait vraiment un point de passation entre l'habitat et l'EHPAD. On sait que ce sont des modèles qui ne fonctionnent pas très bien, et avec l'idée là vraiment de pratiquer d'autres formes de soins que celles vraiment du médical à 100%. Et donc là, on a déjà fondé, il y a un petit collectif de soignants qui ont quitté le monde hospitalier et qui ont très envie d'imaginer les choses un peu différemment. Donc voilà, on y travaille tout à fait en ce moment.
Avant-dernière implantation, donc on est à La Réunion sur les questions insulaires. Et là, on travaille sur un modèle un peu différent, puisqu'on n'a pas de collectivité. C'est vraiment tout petit, La Réunion, pour ceux qui ne le savent pas. C'est 4 fois plus petit que la Corse. Il y a très peu d'intercommunalité, il y a très peu de collectivités. Donc, il faut travailler avec tout le monde. Et c'est très compliqué, parce que c'est un territoire qui est très diversifié. Et donc, on travaille sur 2 territoires qui morphologiquement sont très différents, à la fois sur un territoire très urbain dans les hauts de l'île, sur les pentes du Piton, qui est la commune du Tampon, et puis on travaille également dans un petit village de pêcheurs qui est plutôt sur la côte est de l'île, qui est Sainte-Rose. Et là, on travaille sur des sujets que je vais pouvoir vous évoquer juste après, mais voilà, sur un périmètre qui est quand même très large, donc il a fallu un peu circonscrire. Et là, on est accompagné donc par un duo, là aussi, donc Yannick et Johanna. Yannick, il a été membre de la seconde promotion de design des mondes ruraux, et il a fait le choix d'aller se réinstaller à La Réunion, puisqu'il en est originaire. Et donc, c'est très précieux pour nous de pouvoir démarrer l'aventure avec lui. Et donc, il travaille, comme je vous disais, sur ces 2 terrains, à la fois sur des questions d'accès aux services publics, qui est un vrai grand sujet à La Réunion, et puis sur la question des infrastructures touristiques, puisque je vous le disais, la côte ouest de La Réunion est plutôt très, très, très attractive et déjà très, très infrastructurée, ce qui n'est pas le cas du tout de Sainte-Rose, et qui tend à ne pas l'être, mais ça pose plein de questions sur le modèle de développement auquel ils sont appelés. Donc, on les accompagne là-dedans. Et puis, dernier sujet, puisque on est aujourd'hui concerné d'abord par la ville. On a une antenne urbaine, et pour nous, c'était hyper important de réussir à composer avec ces territoires et avec ce très grand territoire, comme je ne sais plus qui le disait, mais voilà, l'essentiel de la population mondiale est déjà appelé à vivre en ville, et ça va se renforcer. Donc, il est évident qu'il faut qu'on pose ces grandes questions. Et donc là aussi, on travaille sur 2 terrains. Le premier, qui est une dalle d'habitation à Fontenay-sous-Bois, précisément le quartier des Larisses, qui est en pleine mutation, puisque c'est une dalle qui structurellement va plutôt très bien, mais l'arrivée du métro change la donne. Évidemment, ça devient un îlot de chaleur, donc ça pose énormément de questions sur son avenir. Il y a eu un projet de l'ANRU ces dernières années qui a été complètement mis à mort par une mobilisation d'habitants et d'élus. Et donc, comment on peut imaginer préserver cette dalle tout en faisant quelque chose d'un peu différent. Et puis, on travaille aussi sur le terrain de la Villette. Là, on travaille avec donc, l'établissement public qui a cette particularité d'être évidemment un établissement de programmation culturelle, mais aussi d'être le plus grand espace vert de Paris. Et de plus en plus, ces 2 réalités commencent à se chevaucher, voire à se contraindre. Donc, c'est les accompagner dans leur évolution avec évidemment un parc qui est très symptomatique des années 80, avec ce projet assez incroyable de Tchoumi, mais qui est extrêmement contraint. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer le faire évoluer pour répondre aux grands enjeux de demain? Donc, voilà le périmètre qui est le nôtre. Pour essayer de ne pas se raconter d'histoire sur ce qu'on fabrique vraiment, on est très attentif à évaluer dans chacun des territoires ce qui est en train de se produire. Donc on le fait chaque année depuis le démarrage, en intégrant à partir du mois de janvier un stagiaire qui vient vraiment embarquer dans l'aventure pour essayer de documenter ce qui s'y produit. Et donc depuis 4 ans, on a déjà pu commencer à voir des choses qui s'activent à la fois sur la question de la transformation de ces territoires, avec des solutions qui vraiment transforment l'action publique et les méthodologies en place. Mais c'est également un renforcement de la participation citoyenne. Donc là, c'est un enjeu vraiment très important pour nous, mais c'est tout ce rapport à la démocratie locale. Donc comment ce projet permet de créer des sas de discussion avec la population. Et puis évidemment, on suit chacun de nos diplômés qui sortent de ce programme, et on voit bien que d'année en année, les trajectoires professionnelles se renforcent, et tous aujourd'hui sont impliqués dans des projets de territoire, parfois intégrés directement dans des collectivités. On commence à voir des collectivités qui recrutent des designers, donc c'est extrêmement intéressant pour nous, et parfois dans des collectifs. Je vous citais la mitoyenne, mais c'est une forme qu'on n'avait pas envisagée. Et puis, on crée un groupe de recherche cette année qui va vraiment se dédier à ce sujet et qui va petit à petit connaître ses premiers doctorants qui eux-mêmes vont aller documenter et voir ce qui s'y produit. Voilà donc pour la mesure. Et avant de finir rapidement, vous dire, sans là en faire un sujet de remerciement, mais notre modèle de financement, Emmanuel le disait, le ministère nous accompagne, mais ce modèle de financement pour nous, il est important qu'il soit extrêmement équilibré. Donc aujourd'hui, il est parfaitement tripartite entre l'État qui nous accompagne, donc c'est le ministère de la Culture, mais ça n'est pas que le ministère de la Culture, c'est par exemple le ministère des Outre-mer, c'est les grandes agences comme l'Office français de la biodiversité, c'est évidemment pour un autre tiers les collectivités, en commençant par la commune qui va nous mettre à disposition une maison, jusqu'à la région qui va aller nous mettre à disposition des compétences et puis des moyens pour produire. Et puis c'est également les acteurs de l'intérêt général. Alors on a à la fois des ONG par exemple qui nous accompagnent, mais on a aussi des fondations d'entreprises, donc des acteurs de la vie économique. Et pour nous, c'est aussi la condition pour
avoir un dialogue assez équilibré et pas de mainmise ni de l'État, ni des collectivités, ni du privé. On essaye de vraiment, y compris à l'échelle nationale, d'opérer cet équilibre-là. Voilà donc pour le périmètre. Merci beaucoup, c'était extrêmement clair et enrichissant. J'espère qu'il y a quelques questions, quelques remarques. On est un peu en retard, mais comme c'est sur le temps du midi, on est bien, me dit Stéphanie. J'espère que comme moi, des fois, à la fin de la journée des métamorphoses, je me dis, il y a peut-être quand même possibilité qu'on arrive à changer le monde. Mais je ne sais pas en fait. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, de cette journée me rend plus optimiste. Comme Anne, qui travaille avec nous et qui vient spécialement et qui ressort toujours regonflée à bloc des métamorphoses. Est-ce que vous avez des questions sur ce programme? J'imagine qu'il y a beaucoup de choses. Ben, je te laisse... Bonjour, merci pour cette double présentation très intéressante. Sur le design des mondes littoraux, je ne sais pas si vous me voyez venir. Qu'est-ce qui fait qu'un territoire pourrait être attractif pour vous? Est-ce que Le Havre pourrait rentrer dans vos critères? Oui, non, pourquoi dans les deux cas, s'il vous plaît? Pas du tout Le Havre, non, vraiment. Ça. Question suivante. On a le Havre, oui, Le Havre peut être un territoire. Le Havre est un territoire absolument passionnant. Je connais mal, mais enfin, ne serait-ce que cette histoire, le rapport de la ville au port, de la collectivité à l'État, toute cette histoire qui a été rappelée en ouverture par l'adjointe à la culture. Donc tout ça est absolument passionnant. Ensuite, on fait ce qu'on peut faire à l'échelle qui est possible pour nous. C'est-à-dire que c'est déjà extrêmement lourd de déployer et de superviser ces 6 antennes. Donc on travaille sur des types de territoires et on a choisi des lieux en fonction à la fois des... C'est toujours pareil, c'est un mélange de contingence ou de hasard et de nécessité. C'est-à-dire qu'on avait commencé à travailler sur les mondes littoraux en Bretagne, parce que la Bretagne, il y a aussi le retrait du trait de côte, il y avait le souvenir... Ici aussi, non, j'imagine. Mais bref, on est allé en Bretagne, et donc pour nous, design des mondes littoraux pour au moins 3 ans, c'est les Côtes d'Armor, avec le Conservatoire du littoral, etc. Ensuite, on est extrêmement attentif aux projets de ce type. On est prêt à se mettre à disposition de certains collectifs qui voudraient accompagner des projets de ce type. Et chaque année, a fortiori à partir de cette année, on forme... Donc on va maintenant former une quarantaine de designers, architectes, paysagistes qui sont passés par cette expérience et qui peuvent ensuite dupliquer celle-ci. C'est-à-dire, vous l'aurez compris, enfin moi je porte une conception vraiment transformatrice, politique, même si ça peut paraître un peu délirant, mais je pense qu'une école comme la nôtre, ce qu'on appelle l'insertion professionnelle, c'est quand même une vision étriquée du rôle d'une école qui est vraiment, surtout une école qui forme des concepteurs, qui travaillent sur la façon dont on vit, sur la vie commune, sur la vie habitante, sur nos objets, nos infrastructures, nos services. Il faut porter une ambition assez forte pour que l'école puisse former des gens qui vont rendre le monde meilleur, plus habitable, et faire reculer les lignes de fracture qui sont les lignes de front écologiques et les lignes de front sociales. Il y a aussi vraiment un enjeu politique, c'est-à-dire que tous les territoires sur lesquels on est, mais c'est le rôle, à mon sens, de l'école des arts décoratifs, c'est d'aller là où c'est compliqué, d'aller là où il y a des problèmes, d'aller là où il y a des lignes de front. Et donc, notamment, toute la montée du Rassemblement national sur ces territoires-là, moi j'estime que le rôle d'un établissement comme le nôtre, il est de façon à la fois très modeste, mais en même temps avec beaucoup d'ambition, il est quand même d'œuvrer au recul des forces réactionnaires. Et c'est ce qu'on dit aussi, parce que le risque qu'on peut avoir, par exemple un événement comme celui-ci, là, sur lequel ça se termine, c'est la mitoyenne, donc le collectif dont parlait Ariane à Nontron. Le risque, il est toujours qu'on fasse, mettons, une guinguette, qu'on fasse venir, qu'on réunisse, qu'on rassemble des gens qui sont déjà acquis
en fait, à toutes ces actions. Et la grande difficulté, elle est d'aller parler à ceux qu'il faut réembarquer dans des démarches et dans des imaginaires, le progressiste, le vertueux, voilà, et donc d'aller conquérir ces territoires délaissés pour essayer de résoudre ou de répondre, en tout cas, à ce sentiment de délaissement, d'abandon qui nourrit les forces les plus réactionnaires. Tu fais bien de le préciser parce que effectivement, ça fait partie de la méthodologie qu'on met en place. La contrainte qui leur est donnée, effectivement, c'est de travailler avec toutes les composantes du territoire, c'est ce que je disais juste avant. Et donc, ils travaillent avec les chasseurs, ils travaillent avec les industriels et avec Sanofi, ils travaillent parfois avec des élus RN, mais ça fait partie effectivement du cadre que nous on pose et qu'on permet. Et on pense qu'effectivement, c'est là que les choses vont se jouer. Merci. Oui, j'avais une question pour Emmanuel, parce que vous avez parlé d'une chose assez intéressante, à savoir que les possibilités d'aménagement sont plus faciles dans les territoires ruraux qu'en ville. Bon, c'était une phrase un peu rapide, je ne sais pas si vous avez un peu de temps pour parler de ça, de ces possibilités administratives ou sociétales. Oui, et c'est aussi c'est la question de l'échelle. C'est-à-dire qu'une des critiques qu'on peut adresser à la fois à ce projet et à un design qui travaillerait à l'échelle du territoire, c'est que c'est bien joli, c'est bien gentil ce que vous fabriquez, mais ça concerne un petit territoire, ça concerne une petite échelle, et le grand enjeu, la grande question, elle est de passer à la grande échelle. Ce que je voulais dire par ces possibilités, c'est que très concrètement, en quelques mois, une équipe a pu travailler concrètement et produire du mobilier rural qui est venu transformer l'expérience que les usagers, que les habitants ont d'un quartier de la petite ville dans laquelle nous sommes implantés, en l'occurrence Nontron. Et que ça, c'est rendu possible parce qu'on travaille sur une petite échelle. Changer la façon de vivre et d'habiter à l'échelle d'une ville en quelques mois, c'est beaucoup plus compliqué. Et cela, je le tiens en fait d'une des résidentes, c'était Rose Schwab, voilà, une architecte qui avait elle a fait une école d'architecture, elle avait travaillé, je ne sais plus, 1 ou 2 ans, 3 ans en agence d'architecture. C'est à elle que je pensais en disant, elle en a assez. Elle se dit, mais ma vie, ça n'est pas ça. Elle voit l'appel à candidature de notre programme, elle intègre notre programme. Et elle nous a fait cette remarque en nous disant ce que j'ai trouvé notamment formidable, c'est qu'on a pu produire, travailler à échelle 1 et avoir des effets transformateurs sur une petite échelle. Et pour compléter ce que tu viens de dire, effectivement, au-delà de l'échelle, il y a la question de comment ce programme crée à nouveau des sas de discussion. Et je vais prendre par exemple le projet de la maison de soins. Une maison de soins, il faudrait des années pour le monter. Là, ce qui est extrêmement efficace, c'est qu'ils esquissent ce projet en allant voir les principaux concernés. Et très vite, on va pouvoir rassembler la conseillère régionale, le conseiller départemental, le directeur de la structure hospitalière. Et ça, cette condition de projet, de tous ces gens qui d'habitude ne se parlent pas beaucoup, c'est vraiment une des conditions de notre programme qui est assez géniale. Et je pense que ça, c'est parce qu'on est une école. Il y a un peu ce truc de... ils sont encore étudiants. Alors, ils ne le sont plus vraiment, puisqu'ils ont tous déjà au moins un Master 2 et quelques années d'expérience professionnelle. Mais quelque part, on ne les voit pas arriver. Et on leur permet d'expérimenter davantage que s'ils arrivaient en tant que jeunes professionnels. Et donc ça, c'est, à mon avis, quand même, au-delà de l'échelle, une des vraies forces de ce programme, c'est de pouvoir très vite mettre en dynamique un territoire autour, quand même, d'une forme de bienveillance qu'on octroie aux étudiants. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas. Et s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ah, une remarque. Tout cela est bel et bien, mais, il y a un acteur qui a été oublié, c'est le système nerveux. C'est-à-dire que si vos programmes ne tiennent pas compte des règles
qui permettent de mettre en place un système nerveux optimisé. Nous avons une société dans laquelle le système nerveux est attaqué dès la vie, dès la conception. Si vous voulez, pratiquement, moi j'ai identifié 23 causes de mauvais fonctionnement du système nerveux. Et si sur vos territoires, vous ne mettez pas en route des programmes d'hygiène, de bon usage du système nerveux, nous n'arriverons pas, en dépit de la qualité de toutes ces expériences, à affronter vraiment les défis immenses que nous avons à relever. Et dites-nous, par passion, vous avez fait ça, par l'identification des 23 points du... Je suis médecin et j'ai d'accord. été nommé, c'est ma gloire, ma seule gloire, j'ai été nommé grand associé de la Société française d'urbanisme pour la qualité de la réflexion que j'ai développée sur la ville. Et j'ai 30 ans de politique locale. J'ai un CV encombrant. Oui. Merci pour votre petite remarque. Je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi, mais si vous parlez là de la bonne santé globalement de nos étudiants et de tout ce qui s'agite autour, soyez tout à fait rassurés. Hein. Un des maîtres mots quand même de cette expérience, c'est la convivialité. Ils vivent ensemble pendant 1 an, ils souhaitent même rester au-delà d'1 an. Donc j'ai l'impression que tout ça se fait plutôt très intelligemment et dans une forme de convivialité assez joyeuse. Et on prévoit de travailler sur les questions de santé psychique en milieu rural. Sur la question de l'amour aussi, de l'amour, il y a beaucoup de gens qui souffrent de solitude. Les applis de rencontres ou les formes de convivialité qui existent sont globalement construites pour des mondes urbains dans lesquels on se déplace avec des réseaux de sociabilité. Donc vraiment cette question par exemple de l'amour et de la vie affective, on la prend très au sérieux et ça va être sans doute un des sujets sur lesquels une des promotions va travailler, l'amour dans le pré, l'amour à la campagne.